Pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, au nom de tous mes collègues, je veux m'associer à l'hommage de la Nation suite à l'attaque qui a endeuillé Nice et la France. Notre pays fait face à la plus grande crise sanitaire de son histoire récente. C'est un fait que je veux rappeler. Il nous oblige, nous tous, citoyens français, et encore plus élus de la République, à agir en responsabilité. Il nous oblige également à reconnaître que la gestion d'une telle crise n'est pas une mince affaire, parce qu'il s'agit d'un virus que l'on connaît encore assez peu. Pour autant, face à vos échecs dans la gestion de la crise, nous avons le devoir de souligner les errements successifs et de réaffirmer notre opposition à la méthode utilisée. Vous nous aviez dit que le confinement serait la dernière des options. Le Conseil scientifique l'a dit, et pourtant nous y sommes. À quoi rime aujourd'hui ce débat faussé, chers collègues? Après un simulacre de concertation, le président, fidèle à sa politique verticale du pouvoir, a annoncé le confinement. Ces mesures sont-elles en discussion? Non. Il y a 2 semaines, j'avais, comme d'autres, demandé que le Parlement soit associé, débatte de l'état d'urgence sanitaire, mais il fallait que l'échange ait lieu avant les décisions et non pas après. Le Parlement est une fois de plus réduit à une chambre d'enregistrement. C'est votre conception de la démocratie. L'état d'urgence sanitaire vous a donné maintenant tous les moyens d'agir. Cette verticalité a-t-elle été efficace? Évidemment non. Nous vous avions alerté. La clé de la réussite, c'est l'adhésion de tous et non la décision de quelques-uns. On a le sentiment que vous avez toujours un coup de retard. Alors que la seconde vague nous frappe brutale et meurtrière, avons-nous tiré les enseignements de la première, celle qui a fait plus de 35 000 morts directes et tant de morts indirectes, faute de soins à temps, de diagnostic ou d'intervention reportée? Je veux aussi insister sur le cas des personnes âgées dont nous n'avons pas pu apaiser les souffrances. Je pense également aux familles qui n'ont pas pu faire le deuil de leurs proches. Et je veux, au nom de tous, rendre hommage à nouveau, un vibrant hommage au personnel soignant qui paye un lourd tribut. Au-delà de notre respect unanime, je veux alerter sur leur état d'épuisement. Si les mesures du Ségur ont permis de corriger certaines injustices salariales, je veux le rappeler, nous demandons un plan massif de recrutement et que l'on s'occupe de tous, la filière sanitaire et sociale, les aides à domicile. Mais pour revenir à l'urgence de la situation actuelle, nous devons tout mettre en œuvre, évidemment, pour que cette seconde vague ne submerge pas notre système de santé. Cela passe nécessairement par une hausse de notre capacité à traiter les patients. Une des leçons de la première vague est l'inefficacité d'un système de décision pyramidal, centralisé et suradministré. Pourquoi votre dispositif ne s'appuie-t-il pas davantage sur les cliniques privées, sur les réseaux de médecins généralistes, par exemple, qui jouissent d'une relation de proximité et de confiance entre les patients? D'un mot, je veux aussi vous dire mes réserves sur la nouvelle application Tous Covid, anti-Covid. L'échec de la précédente version n'était pas seulement dû à un faible nombre de téléchargements. À rebours de ce solutionnisme technologique, nous voyons que les dispositifs qui ont fait leurs preuves reposent sur une approche humaine et ciblée des cas. Un autre des grands défis aujourd'hui est celui de la transparence. Transparence sur les méthodes, transparence sur les processus de décision. Je prendrai un exemple, les indicateurs de crise sanitaire, ils foisonnent, nombre de décès, nombre de personnes infectées, patients en réanimation, taux d'incidence, dans une sorte de valse des indicateurs. Et au final, personne ne s'y retrouve. Et vous demandez l'adhésion de tous les Français. La transparence doit aussi prévaloir sur les méthodes et processus de décision. Or, la verticalité actuelle tend à infantiliser tous les Français. Ne nous y trompons pas, en présence d'une seconde vague puissante, nous réclamons des mesures fortes pour freiner l'épidémie. Mais la méthode de prise de décision doit changer. Il n'est plus possible, Mesdames, Messieurs les ministres, de diriger notre pays et de surcroît en période de crise comme vous le dirigez actuellement. Vous réclamez à juste titre l'unité nationale, mais vous décidez tout, toujours seul. Nous sommes en contact de nos concitoyens tous les jours, mais vous nous empêchez d'être la courroie de transmission entre eux et les décisions que vous prenez. La réunion organisée ce mardi
entre les responsables des formations politiques, des groupes parlementaires et des grandes associations d'élus locaux était caricatural. Caricatural. Différents scénarios étaient-ils présentés? Non, non. Étiez-vous là pour écouter nos expériences de terrain, les traiter et nous dire comment vous alliez le faire? Non. C'est le degré zéro de la concertation. Dans nos régions, le constat est le même. Nos élus nous disent qu'ils sont mis devant le fait accompli. Même sur les sujets concernant leur territoire, ils n'en peuvent plus. Alors, c'est bien de les féliciter, mais interrogeons-nous sur cette méthode. Et quand la machine administrative s'en mêle, on aboutit à des décisions que nos concitoyens ne peuvent pas comprendre. Comment vais-je expliquer à un habitant de mon département rural, la Meuse, qu'il sera confiné avec les mêmes restrictions qu'un Parisien, qu'il ne pourra pas aller ramasser les champignons alors qu'il a peu de chances de croiser quelqu'un? Nos demandes d'une approche territorialisée et d'une concertation avec les acteurs locaux sont restées toujours lettres mortes, tout comme celles visant à adapter les mesures au contexte démographique, sanitaire, suivant les régions. Mesdames, Messieurs les ministres, j'ai bien l'impression qu'en vous tous, le préfet ou les préfets l'a emporté sur les élus que vous étiez et que vous restez peut-être encore actuellement. Ce fossé entre nous pourrait se résumer par deux images vues d'hier, par deux images. D'un côté, celle du président de la République qui annonce seul à une adresse aux Français son plan. D'un autre, à côté, celle de la chancelière allemande qui donne une conférence de presse entourée des élus après une concertation de 4 heures avec les ministres présidents des 16 Länder. Le contraste est saisissant. On ne peut pas dire que l'Allemagne a péché par lenteur, par manque d'ambition, par manque de résultats. Nous voici donc à l'aube d'un nouveau confinement. Il est aisé de comprendre que vous avez fait le choix de prioriser le travail à toute autre activité. Même si les entreprises privées et publiques restent les principaux foyers de transmission du virus, il importe que l'économie ne s'effondre pas. Certains métiers ne peuvent se faire qu'en présentiel. Pour eux, les protocoles sanitaires doivent être appliqués et renforcés en lien avec les partenaires sociaux. Pour les autres, pourquoi ne pas avoir profité entre les deux vagues pour organiser le recours massif au télétravail? Certains demandent un cadrage beaucoup plus serré et plus de clarté face aux réticences de certaines entreprises. Et l'État employeur est loin d'être dans ce domaine exemplaire. Ce défaut d'anticipation nous expose une fois de plus à un télétravail subi et désorganisé. Autre motif d'inquiétude sur les annonces d'hier soir, l'école. L'école est un autre foyer privilégié de transmission du virus, même si les enfants sont moins affectés. Il faut permettre une réelle continuité pédagogique. Les études mettent en lumière des craintes s'agissant des collèges et des lycées. Comment allez-vous faire en sorte que ces établissements ne se transforment pas en clusters? Quels seront vos engagements auprès des collectivités pour renforcer l'adaptation des locaux? Vous les concertez ce soir pour des décisions demain. Les enseignants ne rechignent pas à être en première ligne, mais pour filer la métaphore guerrière, ils n'entendent pas être la chair à canon. Enfin, je ne peux pas terminer mon propos sans relayer l'extrême inquiétude de nos commerçants de proximité, cafés, restaurateurs, indépendants. Durement éprouvés depuis mars, ils espéraient le retour aux jours heureux que vous annonciez et qui ne viendront pas. La grande distribution, les plateformes en ligne, elles se frottent les mains. Pour conclure, la gestion de la première vague a manqué cruellement d'anticipation, de concertation et de transparence. Force est de constater que vous persistez dans ces méthodes. Au fond, on a l'impression que tout le monde est responsable, sauf vous. Pourtant, gouverner, c'est prévoir. Mesdames, Messieurs les ministres, vous ne réussirez pas seuls. Vous ne réussirez pas seuls. Aujourd'hui, à juguler cette crise et demain à reconstruire notre pays, à éviter que l'on reproduise les mêmes erreurs du passé, cours effréné à une consommation sans limite, pillage organisé de notre planète, dégradation des services publics, multiplication des inégalités sociales et concentration des richesses. Et des démocraties qui se jettent dans les bras des populistes faisant fi de toutes les libertés publiques et valeurs humaines. Au fond, ce que vous nous demandez aujourd'hui, Mesdames, Messieurs les ministres, n'est ni plus ni moins qu'un vote de confiance. Or, la confiance, elle ne se décrète pas, elle se noue
au fil d'un dialogue sincère et respectueux entre chaque partie. Cette confiance est pourtant une des conditions essentielles pour agir efficacement. Cette confiance, nous sommes au regret de ne plus pouvoir vous l'accorder. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Président Jean-Luc Mélenchon.